La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, joyeuse Pâques à la communauté chrétienne du Sénégal et du monde à l'occasion de la fin du carême Baïdiagne et notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Vous êtes le président du Conseil national du patronat du Sénégal et membre éminent du parti de l'entreprise, on peut le dire aussi. Oui, je pensais que même j'en étais le président, mais... Oui, vous êtes même le président. Non, je pensais que j'en étais le président, mais permettez-moi aussi de dire bonne fête à tous les chrétiens du Sénégal. Alors, Baïdiagne, l'actualité est fortement économique, c'est l'actualité de l'entreprise. Vous-même, vous sortez de vos assises, dites assises de l'entreprise, les 16 et 17 avril dernier. Mais avant de parler des sujets initialement annoncés dans cette émission, l'occasion fait le larron, comme on dit. Vous étiez un des actionnaires de la défunte compagnie Sénégal Airlines, qui est remplacée par Air Sénégal SA. Le directeur général de la compagnie vient d'être démis de ses fonctions pour laisser les commandes à Ibrahima Kane, ci-devant directeur général du FONSIS. Quelle est votre réaction sur les derniers développements concernant la compagnie Air Sénégal? Bon, avant peut-être de rentrer dans la compagnie elle-même, c'est de saluer la désignation d'Ibrahima Kane comme directeur général de cette compagnie, parce que ça participe, ça renforce, je veux dire, la promotion des Sénégalais de grande qualité. Ibrahima Kane est peut-être un des Sénégalais qui a fait soi-disant, enfin, peut-être les meilleures études. Ce que la France donne de mieux dans l'éducation, c'est ce qu'il a fait. C'est un polytechnicien doublé de ponts et chaussées. Donc, garçon très très brillant, donc sérieux. On peut avoir de l'espoir avec lui. On peut être ingénieur des ponts et chaussées, mais aussi être bon dans l'aviation. Non, mais bien sûr, non, je pouvoir piloter une compagnie d'aviation. Il a de toute façon une formation qui le lui permet et une expérience qui permet de pouvoir diriger une compagnie aérienne. Préjugé favorable. Très très favorable. Maintenant, vous faisiez allusion au fait que nous-mêmes, j'étais un des actionnaires de la défunte compagnie. Le transport aérien est une industrie très difficile. C'est une industrie qui, en réalité, est très très difficile. De plus, le rôle de l'État dans une activité tout à fait marchande devient parfois très critique. Je veux dire qu'une compagnie nationale où aujourd'hui le seul actionnaire c'est l'État, ce n'est pas généralement ce qui marche bien. Voilà. Oui. Et je pense que le rôle de l'État aussi, dans la compagnie que nous avions, où le privé était présent, le rôle de l'État a été aussi absolument déterminant, peut-être même dans l'échec de cette même compagnie. Donc, je suis un peu dubitatif d'une industrie extrêmement difficile, avec seul actionnaire l'État. Justement, c'est la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations, qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire au nom de l'État du Sénégal. Vous pensez que l'actionnariat doit être revu aujourd'hui pour la compagnie nationale Air Sénégal? Oui, moi je pense qu'il doit être revu et doit non seulement être revu, mais qu'il y ait peut-être moins d'intervention même en dehors de permettre de créer un environnement et un cadre favorable à ce que cette compagnie évolue, en lui donnant peut-être que l'État peut apporter beaucoup de choses à cette même compagnie, mais que ce soit l'État qui gère, qui décide, qui met l'argent, ça ce n'est pas viable. Comment avez-vous compris votre mise à l'écart? Parce que je rappelais que vous étiez actionnaire de Sénégal Airlines, mais vous n'y êtes pas en ce qui concerne Air Sénégal. Déjà, ce qui a été fait, est-ce que nous devrions peut-être, parce que cette compagnie a été complètement liquidée. On peut dire, je ne sais pas si les actionnaires
d'avant veulent toujours être dans la même industrie ou pas, je ne suis pas forcément sûr. Vous avez envie d'y être? Moi non. Mais vous pensez d'autres gens, oui. L'actionnariat de Sénégal, d'Air Sénégal doit être ouvert aux privés? Il doit être ouvert à des privés qui peuvent, et peut-être même que la gestion soit plus privée que publique. Et comment avez-vous compris les difficultés, quand même, on dira presque matinales, pour ne pas dire prématurées, alors que la compagnie vient de redémarrer ses activités? Comme je dis, dans sa création, je pense que ça procède d'une volonté politique. Nous avons un nouvel aéroport, nous avons pensé que peut-être avoir une compagnie peut aider. Il y a d'autres qui pensent que même avoir une compagnie nationale n'est pas si pertinent, ainsi de suite. Bon, donc il y a une volonté politique claire qui a été affichée pour avoir cette compagnie et mettre en place cette compagnie. La compagnie Air Sénégal, dans la façon dont elle a été créée, a même aussi posé, parce que beaucoup de tensions, parce que c'est l'État qui paye tout ça. Acheter des avions, ça coûte extrêmement cher. 200 millions, je ne sais pas combien, mais ça coûte très très cher. Et donc ça a aussi pesé, même sur les finances de notre pays. Bon, donc voilà, je pense que c'est un démarrage. C'est une industrie difficile, c'est une industrie, comme on dit, capital intensif. Bon, donc voilà, je pense que, mais je souhaite bonne chance et bon vent et qu'on puisse quand même avoir une compagnie aérienne qui fonctionne et qui marche. Au-delà de l'actuelle compagnie, quand il faut déjà une compagnie nationale, il faut déjà demander à tous les gens, tout au moins du public, parce que c'est de l'argent public, les ministres, les directeurs de sociétés publiques, déjà eux, il doit y avoir une obligation chez eux de voyager Air Sénégal. Bon, et maintenant... Et que les billets d'avion ne soient pas distribués à tort et à travers. Non, mais ça c'est clair. Qu'il n'y ait pas de passe-droit, parce que c'est ce qu'on semble, ce qu'on a lu un peu dans la presse, disant qu'il y a eu des passe-droits. Bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une gestion tout à fait privée, que des gens qui ont des intérêts financiers puissent continuer. Et que le privé soit majoritaire, c'est le fond de votre pensée? Je pense que c'est mieux. Mais non. Même pour l'État, je pense que c'est mieux. Au-delà d'Air Sénégal, l'État n'a pas besoin de contrôler une compagnie à 100%. Même si l'État détient 1% d'une compagnie, il a de toute façon, il tire des bénéfices en tant qu'État énorme. Donc ce n'est pas son rôle capitalistique dans des activités tout à fait privées qui sont recherchées. Et pour terminer, au-delà d'Air Sénégal, parce que quand on interroge l'histoire de nos compagnies, c'est des difficultés récurrentes. Avis d'actionnaire que vous avez été. Qu'est-ce qui l'explique? Dans l'industrie, dans la compagnie aérienne. La compagnie aérienne. Mais c'est une industrie, comme je dis, tout à fait difficile. Mais pourquoi au Sénégal plus particulièrement nos compagnies n'ont pas une durée de vie longue? Non, ce n'est pas qu'au Sénégal simplement, mais dans tous les cas. Plus particulièrement le cas du Sénégal. Oui, donc, enfin, qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce qui a motivé? Peut-être des erreurs de stratégie, peut-être de gouvernance, peut-être enfin, toutes ces choses combinées, de choix, de matériel, de choix d'achat d'avions, de pilotage, d'efficience. Il y a, enfin, comme toutes les compagnies, il faut une certaine rigueur. La compagnie aérienne ne permet pas certaines incohérences, parce qu'on le vit tout de suite, parce que ça coûte cher. Un avion qui est là, qui est stationné, coûte, enfin, quand il... le carburant, suivant ces fluctuations, ça coûte. C'est une industrie difficile. Le jeudi du dimanche, une émission
radiodiffusée, on le dira ainsi, puisque vous pouvez la suivre sur notre chaîne YouTube, votre chaîne de télévision ITV, et maintenant en direct sur les réseaux sociaux. Et nous recevons aujourd'hui Baïdy Agne. Il est le président du Conseil national du patronat du Sénégal. Le Sénégal, justement, sort d'une longue période électorale liée à la présidentielle de février 2019, marquée par la réélection pour un second mandat du président Macky Sall. Vous déclarez dans votre discours des assises de l'entreprise: et le Sénégal, après avoir choisi son président de la République, le regard de l'entreprise se tourne maintenant vers ceux qui ont l'honneur et la responsabilité de réaliser les objectifs de la République, à savoir faire entrer notre pays dans l'émergence, s'ouvrir au monde tout en privilégiant nos intérêts et choisir la souveraineté pour bâtir notre prospérité économique. Vous enchaînez: le parti de l'entreprise parlera peu et sera surtout à l'écoute du gouvernement et veut investir davantage dans ce nouveau mandat présidentiel. Qu'attend concrètement le secteur privé national? Mais il attend, comme je dis, enfin tout au moins un environnement toujours plus favorable pour plus d'investissement. Il attend toujours, je l'ai dit, aussi plus de complicité et de confiance avec son propre secteur public et l'État, parce qu'il y a un rôle. Il attend que le secteur privé, lui aussi, de sa responsabilité de secteur privé, de développer plus de solidarité en interne pour augmenter ses capacités à investir. Bon, il attend, comme le président l'a évoqué lui-même dans sa prestation de serment, sur les réformes nécessaires auprès de l'administration, qu'elles soient plus à l'écoute de ces entreprises et des populations, que le partenariat que nous devons construire, qu'il doit être le plus solide possible. Il attend de ce partenariat et de cette relation ce que un des ministres, suite à nos assises, a fait sur les logements, Abdou Karim Fofana, qui dit: écoute, nous avions dit que nous voulons investir, nous voulons faire les logements, et le lendemain il a appelé pour organiser une réunion avec tous les acteurs privés, tous, dans la diversité des gens qui interviennent sur la chaîne de la construction des logements. Et il descend sur le terrain pour nettoyer. Oui, déjà pour ce qui nous concerne, sur ça, bon, et dire, nous appeler et dire: voilà, nous souhaitons échanger avec vous tout de suite pour voir les voies et moyens de réaliser ce projet présidentiel, enfin ces 100 000 logements sur la période, sur le quinquennat. Bon, c'est des attitudes c'est ça que nous attendons. Je veux dire qu'on aille vite et qu'on implique et qu'on regarde ensemble là où il y a les problèmes et ce que le privé peut faire, ce que l'État doit faire, ainsi de suite. C'est le temps du secteur privé national, semble dire en substance le Premier ministre John, qui a présidé votre rencontre. C'est ce que vous avez compris aussi de son discours? Ben c'est tout au moins un discours que nous avons senti comme qui a évolué, qui a été un discours favorable un peu à l'entreprise nationale, le discours favorable. Parce que vous n'aviez pas manqué de critiquer les orientations de l'État pendant surtout le premier septennat du président Macky Sall. Non, nous avions dit et redit à tout moment ce que nous n'avons pas varié sur la nécessité, si nous voulons aller vers l'émergence, parce que comme je dis souvent, je ne connais pas de pays émergent où son secteur privé national n'a pas été l'acteur principal des investissements. Donc nous disons tout le temps que nous devons, c'est une demande récurrente de plus d'implication, de plus de complicité, d'un partenariat plus fort. Bon, c'est une demande légitime. Oui. Et nous avions eu effectivement, lors de nos dernières assises, un écho très favorable à ce que nous disions. Mais souvent, le chef de l'État a eu à vous dire, c'est pas la faute à l'État. C'est votre faute, vous, secteur privé national. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je peux comprendre, et je le disais la dernière fois, un chef d'État
un président qui arrive, qui a besoin, peut-être il a un mandat de 7 ans ou de 5 ans, il veut aller vite et il se dit peut-être dans mes relations avec tel pays ou tel autre pays, le financement, la réalisation peut se faire et donc ça peut aller beaucoup plus vite que mon budget propre de l'État qui n'est pas suffisant pour réaliser tout ce que je veux faire, ainsi de suite. Donc ça peut se comprendre aussi. Mais cet échange, nous devons, parce qu'à force de dire l'État, nous-mêmes nous devenons plus crédibles, parce que nous avons aussi notre responsabilité. C'est ce que je crois. Qui est laquelle? Enfin, les entreprises, oui, enfin, nous avons notre responsabilité de priver, d'investir, d'augmenter nos capacités, de trouver des solutions. Mais il est important que l'État aussi facilite ça. Mais justement, en quoi êtes-vous rassuré aujourd'hui, vous, investisseurs sénégalais, qui n'aviez pas arrêté de dénoncer votre manque d'implication au profit des entreprises étrangères? Bon, enfin, déjà aussi, je relativise un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas non plus présenter la chose comme si les entreprises nationales n'ont rien réalisé dans le pays. Non. Nous disons, c'est surtout par rapport aux projets phares. Comment nous devons faire pour que nos privés nationaux y participent. Nous avons, nous, la responsabilité de nous organiser. Bon, nous devons nous organiser. Mais nous devons aussi, je veux dire, si moi, je prends souvent l'exemple de quelque chose qui est encore très patent. Quand je parle de Ila Touba, par exemple, bon, c'est du financement chinois, Exim Bank Chine, qui réalise un projet majeur, je ne sais pas, de centaines de milliards. 400 milliards. Bon, mais Mamoudou Ibrakan, plus de 400 milliards. Quand la Chine met ça, ils vous imposent leur entreprise, sinon pour la réalisation des travaux. Mais notre État participe, met une contrepartie de 15%. Si c'est 400 milliards, notre État met 60 milliards. Mais comme je dis, il ne s'agit pas de sortir de Polytechnique ou de Harvard pour comprendre un principe de réciprocité. Il dit, je mets 400, donc mon entreprise travaille, je dois pouvoir dire, je mets 60, mon entreprise travaille au moins pour les 60. C'est simple, non? Pourquoi vous ciblez seulement les Chinois? Non, c'est pas que c'est un projet, et c'est vrai comme tous les autres projets où il y a une contrepartie sénégalaise. C'est-à-dire, parce que tout ça, quels sont ces projets? Non, mais n'importe quel projet que vous prenez, de la coopération, c'est pour ça il est important. Vous voulez dire que vous êtes écarté de tous les projets phares aujourd'hui? Non, je ne dis pas qu'on est écarté de tous les projets phares, j'ai jamais dit ça. Oui. Je vous ai donné l'exemple d'Ila Touba, le projet le plus phare, c'est le TR. Bon, comme je dis, s'il s'agit de faire les trains, on ne sait pas faire les trains. S'il s'agit de faire l'infrastructure de base, nous savons le faire. Oui, les rails, absolument. Non, les entreprises sénégalaises. Il y a des entreprises sénégalaises qui savent le faire. Bien sûr, et qui sont impliquées. Bon, on peut aussi, en fait, nous devons structurer, pas un coup ici la Chine, demain la France, après demain la Turquie. Nous devons structurer dans un dialogue sérieux entre le secteur privé et soit si c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de la coopération pays, ou de dire voilà notre politique de coopération, voilà ce que quel que soit le pays étranger qui vient dans le cadre d'une coopération avec le Sénégal, voilà le cadrage que nous avons partagé, nous, privé, État, et puis dire que nous opposons, que ça ne soit pas aujourd'hui comme ça avec la Turquie, demain comme ça avec la Chine, après-demain comme ça avec la France. Nous avons un exemple de ça. Nous avons été signataires, moi, et à l'époque c'était Mankeur, ministre des Affaires étrangères, avec le Maroc qui avait mis en place ce qu'ils appelaient le groupement d'impulsion économique, donc avec le ministre des Affaires étrangères et la présidente du patronat marocain, mais on voyait visiblement que le Maroc, en venant proposer ces schémas, avait les concertations nécessaires au niveau national entre leur privé et leur État, ministère des Affaires étrangères, et qu'ils ont voulu venir dérouler en Afrique,
Et qu'est-ce qu'il y avait? Nous n'étions pas organisés de cette même façon et nous devons l'être. Absolument. Et dans votre discours, vous parlez d'État stratège tout en vous interpellant vous-même en tant que secteur privé. Alors, est-il exagéré ou juste, au regard de la description que vous venez de faire, de dire que l'économie sénégalaise échappe au Sénégal? Juste ou exagéré? C'est un peu peut-être trop. Non, l'économie du Sénégal n'échappe pas au Sénégal. Mais je dis simplement, il nous faut trouver les voies et moyens d'augmenter notre capacité en tant que pays, en tant que secteur privé national, parce que ce que gagne un secteur privé sénégalais, il est réinvesti au Sénégal. Ou s'il n'est pas réinvesti, il a un côté multiplicateur qui peut accélérer davantage et augmenter davantage notre richesse. C'est tout ce que nous disons. Nous ne disons pas non plus qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'investissement direct étranger. Et pour la plupart du temps, c'est que les gens ils confondent l'investissement direct étranger et des marchés publics donnés à des étrangers. Le marché public, c'est pas forcément de l'investissement, c'est pas de l'investissement direct étranger. C'est de l'argent public sénégalais. Et là, vous ne comprenez pas que et là, je pense que nous devons l'utiliser d'une façon plus pertinente. Si la capacité n'est pas là, de dire comment nous allons constituer cette capacité pour que nous soyons aussi demain forts, pour qu'on puisse exporter ce que nous faisons dans les d'autres pays et augmenter, je veux dire, l'économie de notre pays. Les marchés publics, on en reparlera, mais pour aller plus loin, il y a l'enjeu du local content aujourd'hui. Le contenu local qui est surtout mis en exergue dans le nouveau code pétrolier voté le 1er février 2019. Un extrait dans l'exposé des motifs. L'élargissement des dispositions relatives au contenu local donnant la possibilité pour les investisseurs privés nationaux disposant de capacités techniques et financières de pouvoir participer aux risques et aux opérations pétrolières. Qu'entendez-vous par contenu local au regard de ce que je viens de dire? Non, mais déjà, ce qu'il faut dans le contenu local, c'est de définir c'est quoi le national et c'est quoi le local, en fait. Et c'est toute la question... C'est fait ou ce n'est pas fait? Non, les discussions sont faites. Oui. Bon, ce qui a été à l'Assemblée ne traduit pas encore la totalité de toutes les discussions. Bon, parce que nos discussions, nous disions, si on doit mettre en place une loi du contenu local, ça n'a de sens que si le local, c'est l'entreprise sénégalaise où le capital est détenu à 50 plus quelque chose par des Sénégalais. Ou c'est ça. Parce qu'on peut avoir une entreprise sénégalaise dont le capital n'est pas détenu par des Sénégalais, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est l'établissement. Tu peux avoir, tu me diras, je prends toujours l'exemple des Chinois, mais ça peut être les Français, ça peut être autre chose. Vous êtes établi ici, vous avez une société de droit sénégalais, vous êtes une entreprise sénégalaise, même si 100% du capital est détenu par des Chinois ou des Turcs ou des Français. Et donc, j'ai dit, si nous devons faire une loi sur le contenu local, la loi n'a aucun sens si, je veux dire, cette définition ne bouge pas. Vous avez des craintes que vous ne soyez pas entendu? Non, mais il y a toujours des craintes parce que ce n'est pas au-delà même du pétrole. Nous-mêmes, nous avions... Oui, mais pourquoi cela n'a pas été défini dans le cadre de ce code, le nouveau code pétrolier qui a été voté en février? Il faut demander ça au ministre en charge de l'énergie parce que ce n'est pas nous qui faisons les lois, mais nous avions demandé à l'époque, avant que la loi ne soit promulguée, que l'Assemblée nous entende. Nous avions eu des concertations où on nous avait dit que ça allait se faire. Bon, maintenant, on nous dit que ça se fera au niveau des décrets d'application. Nous veillons et nous attendons et nous pensons vraiment que si ça doit avoir un sens et qu'il y ait un impact auprès des entreprises sénégalaises, il faut que ceci soit redéfini. Ancien ministre de l'énergie, Mansour Iliman Kane, l'actuel Mohamed Makhtar Cissé.
et votre revendication demeure entière. Non, mais c'est même pas... Parfois, à la limite, il ne faut même plus poser les choses en termes de revendication. C'est évident. Si on est, nous, sérieux dans ce que nous voulons faire, ça devient évident. Mais il y a quand même un bout de phrase assez intéressant quand on parle du local content dans le code pétrolier. On dit privés, investisseurs privés nationaux disposant de capacités techniques financières de pouvoir participer aux risques et aux opérations pétrolières. Oui, c'est comme une sorte de reproche qu'on vous fait aussi, la faiblesse de votre capacité technique et financière. Oui, mais c'est toujours ce préjugé qui demeure. Je dis c'est toujours ce préjugé. Quand on parle d'entreprise nationale, on ne dit pas forcément d'une entreprise qui n'a pas telle ou telle capacité. Si on le dit d'étrangers, on ne leur définit pas les mêmes rigueurs. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas non plus de faire une promotion de la non-capacité. Bon, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement, je pense que nous avons des entreprises qui peuvent faire de la logistique. Il y a des métiers peut-être nouveaux que nous ne savons pas peut-être faire, auquel cas les partenariats peuvent se nouer. Bon, je pense que ce n'est pas... Dans l'exploration, on est bien d'accord, vous êtes... Non, on parle pas faible de ce point de vue. Non, ça nécessite énormément d'argent. Non seulement nous sommes faibles, nous n'avons pas les capacités de cela, c'est clair. Ce n'est pas ça. Il y a peut-être 7 majors au monde qui font le pétrole partout. Donc, il ne s'agit pas de ça. Mais nous savons faire de la manutention, nous savons faire de la logistique, nous savons faire des routes, nous savons faire de l'assurance, nous savons faire beaucoup de choses. Peut-être les dérivés aussi du pétrole et du gaz. Tout ça. Vous êtes donc prêts? Non, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et nous sommes prêts à poursuivre aussi et les discussions, nous sommes prêts à investir là où nous sommes déjà. Bon, et je pense que, encore une fois, c'est une responsabilité collective et aussi une responsabilité de l'État de faire de sorte de promouvoir son privé. Même s'il est faible, il faut le renforcer. Moi, je refute même l'idée de vous êtes faible, vous êtes... Non, mais les gens sont faibles, mais si, il faut le renforcer. Le local content doit aller au-delà du pétrole et du gaz, selon vous? Selon moi, oui. Selon moi, oui, parce que c'est toujours les mêmes choses. Si je prends, même dans les infrastructures, le BCI, notre propre budget, notre propre argent, quand par exemple les Chinois ou les autres, ils vous donnent de l'argent, ils réalisent. Mais nous, notre propre argent, nous devons pouvoir en bénéficier davantage. Ça veut dire que sur tout le BCI, le budget consolidé d'investissement que nous lançons, c'est toujours la même chose, parce que même si ça s'adresse à des entreprises, même de Sénégalais et consorts, mais ça s'adresse à tout le monde, à Enel Chine, à Eiffage, à tout. Nous devons quand même, pour ces marchés, privilégier davantage les entreprises sénégalaises, c'est normal. Le fast track, un anglicisme à la mode depuis que le président Sall, nouvellement réélu, l'a prononcé en affichant sa détermination à aller plus vite lors de son discours d'investiture le 2 avril dernier. Vous êtes Baïdi Agne, président du CNP, invité du jury du dimanche sur e-radio. Le fast track, vous dites, une réalité du monde des affaires. Une façon de critiquer l'administration sénégalaise qui serait en mode slow, lent? Non, c'est pas moi, c'est le président lui-même, sa prestation de serment, qui a indiqué à lutter contre l'immobilisme et enfin de certaines administrations pour aller plus vite, créer plus de transparence, et ainsi de suite. Je dis ce qu'il dit, et de cette définition, nous faisons cette définition, nous nous approprions cette définition, nous sommes d'accord, il nous faut réformer davantage et aller plus vite. Nous sommes favorables à cela. Et vous l'avez toujours pratiqué? Nous l'avons toujours dit, oui. Non, pratiquer. Je pratique aller comme plus vite. Oui, enfin, oui, c'est productif. C'est ce que ça doit être le secteur privé tout au moins. C'est
C'est ça que le secteur privé doit faire, ça, doit être ça. Et est-ce que ce secteur privé a souffert ou souffre encore même des lenteurs, des lourdeurs administratives, des lourdeurs. Je disais même parfois, on parlait de loi tout à l'heure, plusieurs lois ont été promulguées sans aucun décret d'application ou arrêté soit pris. Donc la loi, elle est là-bas, mais donc il n'y a rien derrière, je veux dire, pour la matérialiser. Et le Sénégal champion du monde des votes des lois, mais dans l'application qui pêche beaucoup. Je pense que si le fast track aussi inclut comment aller plus vite dans ça, mettre en œuvre les décrets qui peuvent accompagner ces lois pour qu'il y ait plus d'efficacité, nous sommes parfaitement preneurs. Mais en même temps, la réforme politique majeure quand même aujourd'hui qui se profile à l'horizon, c'est la suppression du poste de Premier ministre pour une relation que le chef de l'État voudrait plus directe avec le gouvernement. Je vous épargne d'un commentaire politique si vous voulez commenter aussi, il n'y a pas de problème. Mais au plan économique, quelles seraient les réformes souhaitées par le secteur privé pour qu'on n'assiste pas plus à des réformes politiques en laissant de côté les réformes économiques qui peuvent avoir beaucoup plus d'impact? Jamais je ne veux moi faire le commentaire des choses purement politiques, disons. Mais des réformes peut-être je les perçois, je regarde de loin, même dans l'entreprise, souvent pendant des phases, on a dans des périodes de re-engineering corporations pour changer, dire aujourd'hui c'est comme ça que ça doit être, 20 ans après on dit c'est comme ça, après c'est comme ça, ainsi de suite. Donc certaines des réformes, je les mets peut-être cette philosophie. Les réformes... Autrement dit, peut-être que selon vous, on n'a pas besoin forcément de supprimer le poste de Premier ministre? Non, mais si nous avions... Non, ce n'est pas forcé. Peut-être que le président voit autre chose, mais il est évident, si nous avions eu Premier ministre pendant 7 ans et on a fonctionné, donc ce n'est pas forcément que nous devons l'enlever. Ça n'a jamais été une gêne pour vous, privé? Non, pour nous, non. Non, et encore que le président suivait lui-même beaucoup différentes choses et différentes activités. Mais non, enfin. Mais dans tous les cas, pour ce qui s'agit de l'économie, des réformes dont vous faisiez allusion, déjà, nous sommes un peu, on parle du Premier ministre, mais nous sommes plus concernés par des réformes au niveau du ministère des Finances, par exemple. Oui. Je veux dire en le coupant en deux, oui. Le ministère de l'économie là-bas et de la coopération et le ministère du budget et des finances. Pour ce qui s'agit des finances et des budgets, c'est toujours les administrations que nous connaissons qui vont continuer à être sous le coupole, douane, ainsi de impôts, avec lesquels nous vivons tous les jours quotidiennement, donc nous pensons que c'est à ce niveau. Mais de l'autre côté, sur l'économie, nous voyons Amadou Hott qui dit, je veux qu'on augmente l'économie. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise décision? On attend de voir. On attend de voir. Vous êtes dubitatif? Non, je veux dire... on attend de voir le tout. Je pense que ça doit fonctionner plus ou moins de la même façon, mais nous, parce que l'économie, il y a les ministères sectoriels. Comment le ministère de l'économie peut agir sur le numérique, comment il peut agir sur le secteur de l'industrie, comment il peut agir. Ceci reste encore peut-être à être bien défini. Parce qu'il faut... quelle est la relation
que le ministère de l'économie aura avec le ministère sectoriel, par exemple, pour créer plus d'économie. Justement, c'est à ce niveau qu'on a dit que la réforme pourrait être intéressante parce qu'il faut plus d'économie, plus d'industrie. Plus d'industrie, c'est pour cela, lors de nos assises, nous avons même invité tous les Sénégalais à un nouveau pacte autour de l'industrie. Toujours dans le même esprit, renforçons notre industrie, consommons ce que nous produisons déjà comme base, le renforcement de cette industrie. Comment en plus en tant que pays nous allons, parce que l'industrie est quand même le secteur qui donne plus d'emplois durables, plus de valeur ajoutée créée, ainsi de suite. Donc si nous voulons augmenter et aller vers les taux de croissance que nous souhaitons, il faut que nous puissions avoir des petites industries, avoir des grosses, le Premier ministre dit souvent, même les boutons, nous les importons. Et il y a des villes comme en Chine qu'on dit Button City, font que des boutons dans le monde. Chaque chemise qu'on porte, il y a 10 boutons, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas faire de boutons? Est-ce qu'on ne peut pas faire de petites choses, de cuillères, de petites industries, unités qui marchent? Mais aussi de transformer les productions tirées de l'agriculture aussi. Par exemple. Et c'est pour ça qu'on reproche un peu aujourd'hui à l'économie sénégalaise d'être plus orientée vers les services au détriment de l'industrie, de l'agriculture. Oui, non, mais il faut en réalité transformer davantage le secteur primaire vers l'industrie, c'est-à-dire diminuer la part du primaire pour augmenter l'industrie. Bon, parce que c'est là-bas que tu as plus de valeur ajoutée, plus d'emplois qualifiés, ainsi de suite. Donc, mais le tertiaire, non, il faut qu'il y ait. Le tertiaire est aussi générateur de croissance, d'emploi. Quand tu as la téléphonie, c'est une des plus grosses compagnies ici, c'est du tertiaire, donc voilà. Avec la complicité d'Aline Diassé, notre technicien, mais aussi de nos digitaux, Biram Pouy et Sandra Ndiaye, nous allons écouter les interpellations de quelques auditeurs. Bis njëkk dama koy laaj mooy seen problème parce que à chaque fois dañuy xool les grands marchés dañ koy jox les entreprises étrangères léegi dañoo laaj ba xam loolu manque de compétitivité la wala manque savoir-faire la wala bëgg naa daal mu leeral ma lu may problème bi foofu bi si topp tamit damay laaj ni est-ce que du échec si ñoom tey jeunes yi nekk fi di laaj ay emploi est-ce que ñoom ak état bi bu ñu joué woon seen rôle ñu ko war a joué est-ce que problème emploi du jeex fii ci Sénégal. Je me nomme M. Fall Kagabo. La première question, que pensez-vous de faire le riz qu'on cultive dans la vallée? Est-ce que vous avez une idée d'industrialiser cette culture, de mettre le riz là en valeur? Voilà, dernier auditeur qui vous interpelle sur le riz produit dans la vallée, mais je dirais des vallées, surtout aller dans le sens de sa mise en valeur. Le premier, une intervention en Wolof qui vous questionne sur le manque de compétitivité qu'on vous reprocherait, vous, secteur privé, mais aussi de ne pas être très efficace dans le domaine de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Non, je pense que j'ai cru comprendre qu'il parlait d'un constat que les grands marchés étaient donnés aux oui, tout à fait. Mais en disant qu'on vous reprocherait de ne pas être très compétitif. Non, mais ça, ce n'est pas... la compétitivité de notre pays, bien sûr, nous devons l'améliorer. Ça répond, c'est la valeur travail, c'est l'investissement, c'est un tout. Mais il est évident que c'est ce que nous disons depuis le début en réalité, sous différentes formes. Quel est le rôle de notre secteur privé, quel est le rôle de l'État dans le renforcement, je veux dire, dans sa volonté d'aller vers l'émergence. C'est-à-dire, une fois que ceci est dit, comment nous allons construire cela? Il est évident, comme je dis, s'il s'agit des métiers que nous ne savons pas faire, et souvent, et s'il s'agit même encore d'argent public, nous devons être impliqués depuis le départ dans la discussion. Certaines des entreprises qui gagnent les marchés publics ici ne comprennent même pas qu'il n'y ait eu aucune exigence qui leur ait été faite d'impliquer
clairement, même en partenariat, une entreprise nationale. Dans les concessions, quelles qu'elles soient, où l'État du Sénégal décide de concéder une activité, un bien, pour 20 ans, 25 ans, c'est notre bien commun. Il n'est pas normal qu'on dise nous le donnons exclusivement à une entreprise étrangère. Exemple d'actualité, l'eau, par exemple, aujourd'hui, vous n'êtes pas favorable à ce qui se dessine aujourd'hui, à savoir l'attribution de ce marché à Suez au détriment de la SDE. Nous ne sommes pas favorables à une concession quelconque donnée qui exclut les Sénégalais. Sur l'eau. Sur l'eau, vous êtes contre aujourd'hui. Sur l'eau, sur le port, sur toutes les concessions. À chaque fois, nous concédons un bien public pour une durée longue. Ça doit mettre inévitablement et clairement les Sénégalais en pole position. L'eau doit rester dans le giron de la SDE. Bon, c'est pas moi qui décide de ça. Oui, c'est ma question. Non, mais ma réponse, c'est que l'entreprise sénégalaise doit être au cœur de toutes les concessions, qu'elles soient de l'eau, qu'elles soient à Dubai Port, qu'elles soient chez Bolloré, qu'elles soient autres ailleurs, d'autant plus que c'est des métiers que nous savons faire. Voilà. Et réviser le code des marchés? Oui, il semble y avoir un consensus. Aujourd'hui, l'État se plaint beaucoup des lenteurs que cela génère. Mais vous, secteur privé, vous y êtes favorable? Non, on a toujours été favorable à la révision et je pense que tout le même est prêt pour que ça soit révisé. Le travail est fait déjà, des commissions ont été mises en place pour que déjà qu'il y ait, comme c'est toujours le même principe, que la transparence soit sauvegardée, mais que la célérité soit aussi observée. Et de plus, un code des marchés doit aussi être vu comme un instrument de développement. Ce n'est pas simplement un truc de passation de marché tout simple et tout bête, bon, transparent, pas transparent, ça va être un instrument de développement, un instrument de capacitation, un instrument enfin voilà, un instrument pour le développement du pays. Alors, le riz de la vallée, avant de parler de l'emploi, c'est l'interpellation de l'autre auditeur. Est-ce que d'abord, première question, il y a des investissements massifs de privés sénégalais dans le riz aujourd'hui? Riz des vallées, parce qu'il y a la vallée au nord, mais également au sud. Il y a même la culture sous pluie aujourd'hui du riz. Est-ce qu'il y en a déjà? Je pense qu'il n'y a pas assez. Parce que bien sûr, nous avons augmenté dans la volonté qui a été définie par l'État même, d'augmenter notre production en riz. Ça a été augmenté. Il nous faut maintenant accompagner tout le secteur, qu'il y ait des industries de transformation entre les riz paddy pour le rendre consommable, parce que nous importons encore de la même façon le riz, presque le million de tonnes est importé. Et donc il n'y a pas assez d'investissement et de transformation, je veux dire, sur le riz de la vallée. Et nous devons y arriver parce que c'est comme ça que nous augmentons, comme vous disiez, l'industrie, donc l'emploi, des jeunes, de tout, donc pas assez. L'emploi. Oui. Mais l'emploi, pour moi, ça doit être... Pourquoi nous avons autant de choses? L'emploi doit être, je dis souvent, toutes nos politiques publiques et tout, privé, mais principalement public, doit concourir à la création d'emplois. Nous devons dire à chacun quel est, pour voir l'impact de nos politiques publiques, c'est sur l'emploi que ça doit être. Constat de Ndiol Sambou dans Facebook, je sais pour vous permettre de continuer, l'inadéquation entre la formation professionnelle et l'emploi des jeunes Sénégalais ne relève-t-elle pas d'une mauvaise volonté de la part de l'État? Il y ajoute, il y a beaucoup d'écoles de formation, mais les jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi sur le marché. Il faut plus d'économie. Pour faire les emplois, il faut qu'il y ait plus d'économie, beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus de possibilités d'augmenter notre économie pour que l'emploi soit créé. Et c'est possible. Je disais tout à l'heure, c'est possible. Parce que nous avions dit que nous avions, dans les 7 ans passés, nous avions créé à peu près en emploi net
80 000 ans, 70 000, 80 000 ans, mais c'est des emplois qui sont créés aussi principalement dans le secteur privé. Donc il y a aujourd'hui, il y a un engagement à créer 1 million d'emplois sur les 5 prochaines années. Faisable. Vous prenez des secteurs comme le numérique. Oui. Des plans spécifiques ont été mis en œuvre par toute la communauté, enfin des gens du secteur du numérique, qui disent nous pouvons créer tant d'emplois si ceci, cela est fait. Il y a des possibilités. Dans l'assurance, il y a des choses qui peuvent être faites. On peut augmenter l'économie et créer beaucoup plus d'emplois. Absolument. Oui. Vous le dites comme si c'était si facile. Je vous rétorquerai quand même que nous avons entre 150 et 200 000 demandeurs d'emploi sur le marché. Ce n'est pas facile, ce n'est non plus pas facile, même pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, et ce que je disais au ministre Amadou Ba, si nous avons un peu de dette intérieure par le fait de subventions, comme je disais, de secteur d'essence, ainsi de suite, Air Sénégal, il y a eu des investissements majeurs du côté de l'État, qui ont fait de sorte que parfois une certaine dette intérieure, enfin des créances dues aux entreprises ont été là, qui ont réalisé des infrastructures. Je dis, mais si ces mêmes entreprises ne sont pas payées, vous pénalisez l'entreprise à terme et vous pénalisez l'emploi à terme. Vous croulez sous le poids de la dette aujourd'hui? Non, il y a de la dette. Estimée à combien? 200 milliards. 200 milliards. L'État du Sénégal doit ça aux entreprises sénégalaises. Et qu'est-ce que ça vous fait comme ça entraîne comme effet? Ça entraîne des frais financiers énormes, ça entraîne des problèmes de trésorerie énormes, ça entraîne des coûts énormes, c'est une chaîne qui n'est pas très bonne. La fiscalité, puisqu'on est à l'ère des révisions, les autorités publiques disent que c'est le temps du secteur privé. Est-ce que le taux de 30% d'impôt sur les sociétés vous paraît élevé? Nous avions eu à un moment 25%. Donc l'IS, bien sûr, peut être revu, même si aujourd'hui, les gens ont réintégré les 30%, mais si ça peut aller, comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, autant avoir des taux raisonnables et que les gens payent tout le temps, et puis diminuer par contre un tout petit peu toute cette pression que le fisc fait sur toutes les entreprises aujourd'hui. Trop de pression. Imaginez-vous par exemple une entreprise à qui on doit de l'argent, que l'État doit de l'argent, il n'est pas payé. Le fisc peut te poursuivre sur des TVA d'argent que tu n'as pas reçu, par exemple. Donc il faut que nous revoyions toutes ces différentes choses. Avoir une fiscalité qui bien sûr permet aux entreprises aussi de souffler et de payer bien sûr ce qu'ils doivent. Il faut revenir au moins aux 25% de taux d'impôt sur les sociétés. Oui, enfin, si c'est fait, c'est tant mieux. De nouveaux avantages sociaux, je vous cite ici, qui selon vous, comment dirais-je, l'entreprise sénégalaise ne les refuse pas, de nouveaux avantages sociaux, l'entreprise sénégalaise ne les refuse pas, mais dans une convention collective nationale interprofessionnelle rénovée, plus flexible, répondant aux exigences de productivité du travail et à l'impact financier bien circonscrit. Que voulez-vous dire? Ça, je m'adresse à nos amis, les syndicats des travailleurs, dans les discussions que nous avons en cours sur les conventions nationales, conventions collectives, qui définit parfois les salaires, ces différentes choses et les avantages. Je dis simplement que nous ne pouvons pas simplement demander, ou les travailleurs demandent que des avantages dans un environnement où en réalité nous devons faire plus de place aux jeunes, nous devons voir comment incorporer plus de gens, comment nous devons être plus productifs. Nous sommes champions, en fait, pas simplement les travailleurs, mais je pense de tous les Sénégalais,
nous avons des droits. Chacun de nous... Autrement dit, haro sur les CDI. C'est ce que vous voulez dire. Les contrats à durée indéterminée. Nous ne posons jamais les questions de nos devoirs. Haro sur les CDI, c'est ça? Non, mais non, les CDI à terme, c'est ça qu'il faut. Je veux dire, le contrat de travail, c'est pas pour mettre les gens non plus dans une précarité d'un an, 2 ans, ainsi de suite, renouvelable. Dans une économie, et dans un contrat social bien compris, mais c'est que les gens aussi vivent de leur travail et qu'ils y vivent d'une façon décente et qu'ils soient dans des contrats quand même longs. Non. Oui, mais quand vous parlez de flexibilité, ça peut renvoyer. Il y a des métiers, par contre, qui ont des saisonnalités, qui ont différentes phases, mais ce n'est pas pour dire que nous devons supprimer des contrats de CDI. C'est ça, c'est le meilleur contrat possible qu'il faut quand même préserver. Baïdy Agne, président du CNP, invité du jury du dimanche. J'ai également lu un passage qui m'a un peu, en tout cas, interpellé. La référence à la non-application de la vérité des prix. J'ai dit, mais Baïdy Agne est favorable à une augmentation des prix de certains produits de consommation courante. Mais si c'est le prix du marché juste, oui. Je ne suis pas favorable à ce que l'État continue à subventionner l'essence, et pour qu'après ne pas payer les entreprises des travaux qu'ils exécutent. Vous êtes aujourd'hui pour... Non, mais augmentation. Si le cours indique qu'il doit augmenter, il n'a qu'à augmenter. Mais ça ne doit pas être fait au détriment de l'entreprise et au détriment de l'activité, parce que l'État ne peut pas indéfiniment subventionner déjà d'un point de vue général. En effet, je suis contre les politiques de subvention parce qu'il n'y a pas de discernement. Les boulangers veulent augmenter les prix. On a même vu une cimenterie augmenter récemment et l'État a freiné des gains. Vous voulez qu'on augmente les prix de tous ces produits? L'État a freiné, mais l'État va être obligé de laisser aussi les cimentiers. Tu ne peux pas être dans une activité économique et vendre à perte. Aujourd'hui, si vous voulez du ciment, vous n'en trouvez pas. Pourquoi? Mais parce que les gens, peut-être quelque part, ils ne veulent pas vendre à perte. Donc l'État va venir, va inévitablement lâcher prise. Je peux comprendre qu'on régule, mais on ne peut pas non plus... oui, il y a risque d'une flambée des prix aussi. Oui, non, mais d'accord, mais ça ne peut pas... Il faut que ce soit des prix qui reflètent certaines réalités. Si c'est ça la réalité, c'est comme ça. Dernière chose, Baïdy Agne, puisqu'il nous reste 1 minute, et Bokar Alpha Khan est déjà prêt pour le journal de midi. On note une diversité des organisations patronales. Le CIS, Club des investisseurs du Sénégal, de Baba Kangom, Sedima. SPIS, le syndicat des professionnels des industries du Sénégal d'Ahmed Amar, que vous avez invité à vos assises, en plus de la CNES. Pas que j'ai invité, oui. Il est membre du CNP. Très bien, en plus de la CNES, de Mansour Kama, d'accord, très bien. Industriel est membre. Je poursuis, en plus de la CNES de Mansour Kama, du MEDES de Mbagnick Diop, du CNP de Baïdy Agne, je peux citer l'UNACOA. Finalement, est-ce que c'est pas la faiblesse aussi du patronat sénégalais? Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai énoncé la dernière fois l'existence d'une plateforme dans le secteur privé. La plateforme, je pense, si elle suit son cours et obéit au pourquoi elle est mise en place, doit peut-être muter à ce qu'elle soit une entité tout au moins de coordination des différentes organisations. Je suis d'accord avec vous, même si... Comme ça pourrait être aussi l'expression d'une envie de voir d'autres visages, des visages nouveaux, mais ça aussi, à la tête du secteur national. Ça aussi, je suis d'accord, parce que je... Vous êtes prêt à partir? Non, moi je suis prêt à partir, même si je suis le dernier arrivé du secteur, même si je suis le dernier arrivé. Mais je suis prêt à partir et je pense qu'il faut que nous partions. Je pense nous ne pouvons pas non plus continuer
a demandé à tous les secteurs politiques et consorts de changer, et que de faire l'alternance, et qu'en réalité, que ce soit le secteur privé et les syndicats de travailleurs qui soient les deux entités qui ont le plus de mal à se réformer. Les plus réactionnaires? Enfin, les plus non, bolcheviques peut-être. Très bien, c'est une belle chute pour cette émission. Merci d'être venu à l'émission du jeudi dimanche. Merci. Président du Conseil national du patronat. À la technique, Aliou Diassé, pour ce qui est d'e-radio, Mafal Fall et Sélé Diallo à la caméra, Digital Al Santal et Sandra Ndiaye, mais aussi Biram Pouy. Ils sont nombreux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la radio-vision, n'est-ce pas, Bokar Alpha? Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90.